Toutes les guerres sont-elles des guerres de banquiers? Dites qu'il n'en est rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais que les banques et les banques centrales sont intimement liées à l'histoire géopolitique et à de nombreux conflits. Mais j'ai regardé hier soir une sorte de petit docus qui m'a été envoyé et que je vais inclure ici. Je ne sais pas trop qui est ce gars, je vais essayer de trouver un lien vers son œuvre. Mais je l'ai trouvé fascinant, je l'ai regardé avec ma femme, et je suis très au courant de l'histoire géopolitique, et de l'histoire de la guerre, je suis un peu un mordu de la Seconde Guerre mondiale, etc. Il n'y avait donc pas grand-chose de nouveau pour moi. Mais je pense que vous le trouverez fascinant parce qu'il ajoute un certain nombre d'éléments dont je n'étais pas au courant. Et je pense que c'est une histoire très importante avec l'arrivée de la monnaie numérique de la Banque centrale, et vous devriez peut-être penser à avoir de l'argent réel, comme de l'or. Vous trouverez ci-dessous un lien qui vous permettra de bénéficier d'une réduction sur Pure Gold à Londres. Je vois que vous pourriez envisager cela, je le mettrai dans le lien ci-dessous et j'y ferai référence dans l'intro. Mais profitez vraiment de ce documentaire narré de 40 minutes, et je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et c'est un sujet dont nous devrions tous parler. Alors s'il vous plaît, dans les commentaires ci-dessous, discutez, ajoutez d'autres liens et éduquons les gens à l'histoire géopolitique parce qu'elle dicte aussi notre avenir et celui de nos enfants. Voilà, c'est bien. Je voudrais maintenant partager avec vous une histoire, un article que j'ai écrit ce week-end et qui s'intitule All Wars are Bankers Wars, toutes les guerres sont des guerres de banquiers. J'y suis allé, j'ai fait beaucoup de recherches, et l'article a été publié sur la première page de whatreallyhappened.com. Je comprends qu'il soit déjà devenu viral, qu'il soit rediffusé partout sur le web. Mais je voulais vous la raconter ici, à la radio. Et c'est une très longue histoire, nous allons probablement prendre le reste de l'heure pour le faire. Mais il faut que vous compreniez que toutes ces guerres et tous ces assassinats dont on nous dit qu'il s'agit d'assassins fous, d'armes de destruction massive ou de l'instauration de la démocratie, tout cela est vrai. La recherche de l'événement déclencheur remonte jusqu'aux banquiers centraux privés. Et plus vous étudierez cette question, plus vous réaliserez que toutes les guerres sont des guerres pour les banquiers centraux privés. Et je sais que beaucoup de gens vont avoir du mal à comprendre cela. Combien de ces guerres que nous avons menées en tant que nation ont été dans le seul but d'imposer des banques centrales privées à des nations qui n'en voulaient pas? Nous allons donc vous donner quelques exemples pour que vous compreniez pourquoi, à ce moment précis de l'histoire, le gouvernement des États-Unis est embourbé dans tant de guerres contre tant de nations étrangères. Et les précédents ne manquent pas. Si l'on remonte à l'origine, les États-Unis ont participé à la Révolution américaine principalement à cause de la loi sur la monnaie du roi George III, qui obligeait les colons à abandonner leur propre monnaie émise par le gouvernement et à ne faire des affaires qu'en utilisant des billets de banque imprimés empruntés à la Banque d'Angleterre moyennant intérêt. Si vous revenez aux États-Unis, vous verrez que les États-Unis font maintenant partie de l'Union européenne. Selon les écrits de Ben Franklin, le refus du roi George III de permettre aux colonies d'utiliser un système monétaire honnête qui libérait l'homme ordinaire des griffes des manipulateurs d'argent a probablement été la cause première de la Révolution. C'est Ben Franklin. Nos écoles publiques n'enseignent pas cela, car vous n'êtes pas censé savoir que les banquiers étaient vraiment à l'origine de la Révolution américaine. Après la Révolution, les États-Unis ont adopté un système économique révolutionnaire, radicalement différent, dans lequel le gouvernement émettait sa propre monnaie basée sur la valeur afin que les banques privées ne puissent pas s'approprier la richesse du peuple par le biais de billets de banque porteurs d'intérêt. La Révolution américaine a donc été menée principalement pour libérer le peuple américain de la loi sur la monnaie du roi George III, qui lui ordonnait de mener toutes ses affaires en utilisant des billets de banque imprimés, empruntés avec intérêt à la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre se contentait donc de s'enrichir du travail du peuple américain en échange d'encre et de papier. C'est ce qui a alimenté la colère qui a conduit à la Révolution américaine. Vos écoles publiques n'y consacrent pas beaucoup de temps, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. La Révolution était terminée, les États-Unis étaient nés, mais les banquiers privés ne sont rien d'autre que dévoués à leur projet d'acquisition de la richesse d'autrui, et ils savaient parfaitement à quel point il est facile de corrompre les dirigeants d'une nation.
Un an seulement après que le maire Henschel Rothschild ait prononcé sa fameuse phrase « Laissez-moi émettre et contrôler l'argent d'une nation et je me fiche de savoir qui fait les lois », les banquiers privés ont réussi à mettre en place un système d'émission et de contrôle de l'argent. Les banquiers privés ont réussi à créer une nouvelle banque centrale privée, la First Bank of the United States, en grande partie grâce aux efforts du principal soutien des Rothschild aux États-Unis, Alexander Hamilton. Cette première banque des États-Unis a été fondée en 1791. À la fin de sa charte de 20 ans, elle avait presque ruiné l'économie du pays tout en enrichissant ses propriétaires. En conséquence, le Congrès a refusé de renouveler la charte et a fait part de son intention de revenir à une monnaie basée sur la valeur émise par l'État, sur laquelle le peuple ne payait aucun intérêt à un quelconque banquier. Il en résulta d'une menace de Nathan Mayer Rothschild à l'encontre du gouvernement américain. Soit la demande de renouvellement de la charte est acceptée, soit les États-Unis se retrouveront impliqués dans une guerre des plus désastreuses. Le Congrès refuse toujours de renouveler la charte de la première banque des États-Unis, ce qui provoque la colère de Nathan Mayer Rothschild. Donnez une leçon à ces Américains impudents. Ramenez-les au statut de colonie. Fin de citation. Financée par la banque Rothschild d'Angleterre, la Grande-Bretagne a alors lancé la guerre de 1812 pour recoloniser les États-Unis et les forcer à revenir à l'esclavage des billets de banque de la Banque d'Angleterre. Ou de plonger les États-Unis dans un endettement tel qu'ils seraient contraints d'accepter une nouvelle banque centrale privée. Et le plan a fonctionné. Bien que les États-Unis aient gagné la guerre de 1812, le Congrès a été contraint d'accorder une nouvelle charte à une autre banque privée qui émettait la monnaie publique sous forme de prêts à intérêt, la deuxième banque des États-Unis. Une fois de plus, les banquiers privés contrôlaient l'approvisionnement en argent de la nation et ne se souciaient pas de savoir qui faisait les lois ou combien de soldats britanniques ou américains devaient mourir pour cela. Une fois de plus, la nation fut plongée dans la dette, le chômage et la pauvreté par les prédations de la Banque centrale privée. En 1832, Andrew Jackson fit campagne avec succès pour son second mandat de président sous le slogan « Jackson et pas de banque ». Fidèle à sa parole, Jackson réussit à bloquer le renouvellement de la charte de la deuxième banque des États-Unis d'Amérique. Et c'est là qu'est née cette fameuse citation d'Andrew Jackson. Citation: Messieurs, j'ai moi aussi été un observateur attentif des agissements de la Banque des États-Unis. J'ai des hommes qui vous observent depuis longtemps et je suis convaincu que vous avez utilisé les fonds des banques pour spéculer sur les denrées alimentaires du pays. Quand vous gagniez, vous vous partagiez les bénéfices et quand vous perdiez, vous les facturiez à la banque. Vous me dites que si je prends les dépôts de la banque et que j'annule la charte, je ruinerai 10 000 familles. C'est peut-être vrai, messieurs, mais c'est votre péché. Si je vous laisse continuer, vous ruinerez 50 000 familles et ce sera mon péché. Vous êtes un repère de vipères et de voleurs. J'ai décidé de vous éliminer, par le Dieu éternel, je vous éliminerai. Andrew Jackson. Peu après l'expiration de la charte de la deuxième banque des États-Unis, Andrew Jackson fait l'objet d'une tentative d'assassinat qui échoue lorsque les 2 pistolets utilisés par l'assassin, Richard Lawrence, ne font pas feu. Plus tard, Lawrence a expliqué le motif de l'assassinat en disant qu'avec la mort du président Jackson, l'argent serait plus abondant. Il s'agit donc d'un assassinat motivé par les intérêts des banquiers. Aujourd'hui, notre système d'enseignement public est soumis au souhait des banquiers de vous cacher certains faits historiques, tout comme les médias d'entreprise sont soumis au souhait de Monsanto de vous cacher les dangers des OGM et au souhait de la secte du réchauffement climatique de vous cacher le fait que la Terre s'est refroidie au cours des 16 dernières années. Il n'est donc pas surprenant que la dimension financière de la guerre civile ne soit pas bien connue de l'Américain moyen. Nos livres d'histoire et nos médias populaires la décrivent comme un conflit interne sur l'esclavage, alors qu'il s'agissait en fait d'une guerre aux implications mondiales. Lorsque la Confédération s'est séparée des États-Unis, les banquiers ont à nouveau vu l'opportunité d'une riche récolte de dettes et ont proposé de financer les efforts de Lincoln pour ramener le Sud dans l'Union à un taux d'intérêt de 30%. Lincoln fait remarquer qu'il ne libérera pas l'homme noir en asservissant l'homme blanc aux banquiers, usant de son autorité de président, émet une nouvelle monnaie d'État, le billet vert. Il s'agit d'une menace directe pour la richesse et le pouvoir des banquiers centraux, qui réagissent rapidement. Voici une citation du London Times. À la suite de l'émission des billets verts par Lincoln,
Si cette politique financière malicieuse, qui trouve son origine en Amérique du Nord, devait se traduire par une fixation, ce gouvernement fournirait sa propre monnaie sans frais, rembourserait ses dettes et n'aurait pas besoin d'argent pour poursuivre ses activités commerciales et deviendrait prospère. Sans précédent dans l'histoire du monde, les cerveaux et les richesses de tous les pays iront en Amérique du Nord. Ce pays doit être détruit ou il détruira toutes les monarchies du globe sous l'impulsion des banquiers privés. Une grande partie de l'Europe a soutenu la Confédération contre l'Union dans l'espoir que la victoire sur l'Union signifierait la fin du billet vers France, et la Grande-Bretagne ont sérieusement envisagé une invasion pure et simple des États-Unis pour soutenir la Confédération, mais ils ont été tenus à distance par la Russie. Petit bout d'histoire que la plupart des Américains ne comprennent pas, la Russie est venue en aide à l'Union de Lincoln pendant cette crise. À cette époque, la Russie venait juste de mettre fin à son système de servage, et avait une banque centrale d'État similaire au système sur lequel les États-Unis ont été fondés, maintenant libre de toute intervention européenne. L'Union a gagné la guerre et Lincoln a annoncé son intention de continuer à émettre des billets verts. Après l'assassinat de Lincoln, les billets verts ont été retirés de la circulation, et le peuple américain a été forcé de revenir à une économie basée sur des billets de banque empruntés avec intérêt à des banques privées. Empruntés avec intérêt aux banquiers privés. Finalement, en 13 ans, les banquiers centraux privés d'Europe, en particulier les enfants de Ross de Grande-Bretagne, et les fauteurs de guerre d'Allemagne, se sont réunis avec leurs collaborateurs financiers américains sur l'île de Jekyll, en Géorgie, pour former un nouveau cartel bancaire dans le but exprès de créer la troisième banque des États-Unis dans le but d'assurer la stabilité de l'économie américaine. Des États-Unis dans le but de placer le contrôle total de la masse monétaire des États-Unis, une fois de plus sous le contrôle de banquiers privés en raison de l'hostilité à l'égard des précédentes banques des États-Unis. Le nom de cette troisième banque a été changé en Réserve fédérale afin de conférer à la nouvelle banque une image quasi-gouvernementale. Mais en fait, il s'agit d'une banque privée. Il n'y a pas plus fédéral que Fédéral Express. En fait, l'année dernière, la Réserve fédérale a repoussé avec succès une action en justice intentée par Bloomberg News au titre de la liberté d'information, au motif qu'en tant que société bancaire privée et ne faisant pas partie de l'administration américaine, elle n'avait pas le droit d'accéder à l'information. Gouvernement, la loi sur la liberté de l'information ne s'appliquait pas aux opérateurs de la Réserve fédérale. L'année 1913 s'est donc avérée être une année de transformation pour l'économie du pays. Tout d'abord, le Congrès adopte le 16e amendement sur l'impôt sur le revenu, et prétend à tort qu'il a été ratifié. Voici une autre citation directe. Je pense que si l'on revenait en arrière et que l'on essayait de trouver et d'examiner la ratification du 16e amendement, qui concernait le revenu interne, l'impôt sur le revenu, et que l'on examinait cela attentivement, on trouverait qu'un nombre suffisant d'États n'ont jamais ratifié cet amendement. Fin de citation. C'est ce qu'a déclaré le juge James C. Fox du tribunal de district des États-Unis dans l'affaire Sullivan v. United States 2003. Plus tard dans la même année, en 1913, un Congrès apparemment peu désireux de risquer un autre amendement douteux. Le Congrès a adopté le Federal Reserve Act pendant les vacances de Noël 1913, alors que les membres du Congrès opposés à la mesure étaient chez eux. Il s'agissait d'une opération très sournoise, car la Constitution confère explicitement au Congrès le pouvoir d'émettre la monnaie publique, n'autorise pas sa délégation et aurait donc nécessité un nouvel amendement pour transférer ce pouvoir à une banque privée. Mais le Congrès l'a adopté et le président Woodrow Wilson l'a signé, comme il l'avait promis aux banquiers en échange de généreuses contributions à sa campagne électorale. Plus tard, le président Wilson a regretté cette décision, et vous avez probablement déjà entendu cette citation, mais vous allez l'entendre à nouveau, « Je suis un homme très malheureux. Sans le vouloir, j'ai ruiné mon pays. » Une grande nation industrielle est maintenant contrôlée par son système de crédit. Nous ne sommes plus un gouvernement par la libre opinion, plus un gouvernement par la conviction et le vote de la majorité, mais un gouvernement par l'opinion, et la contrainte d'un petit groupe d'hommes dominants. C'est ce qu'écrivait Woodrow Wilson en 1919. Un an après l'adoption de la loi sur la réserve fédérale, la Première Guerre mondiale a commencé, et il est important de se rappeler qu'avant la création de la réserve fédérale, il n'y avait pas de guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a commencé entre l'Autriche, la Hongrie et la Serbie, mais elle s'est rapidement déplacée vers l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Elle n'a pas commencé la guerre.
Pourquoi l'Allemagne était-elle le méchant de la Première Guerre mondiale? Eh bien, la vraie raison, c'est que sa capacité industrielle était considérée comme une menace économique pour la Grande-Bretagne. La livre sterling était déjà en déclin à l'époque parce que l'économie mettait trop l'accent sur la banque et la finance, et pas assez sur le développement agricole, le développement industriel et l'infrastructure. Cela ressemble beaucoup à la situation que nous connaissons actuellement aux États-Unis. Tous les agents financiers veulent jouer au jeu de Wall Street et d'autres secteurs de l'économie sont négligés. Nous avons perdu une grande partie de notre industrie manufacturière. Nous ne sommes plus l'exportateur agricole que nous étions parce que tout le monde joue à Wall Street dans ce gigantesque casino à ciel ouvert. L'Allemagne d'avant-guerre avait une banque centrale privée, mais elle était soumise à un contrôle strict du gouvernement allemand pour maintenir l'inflation à des niveaux raisonnables et s'assurer que l'ensemble de l'économie allemande était correctement financée, tout comme Poutine l'a fait avec sa banque centrale il y a environ un mois. Sous le contrôle du gouvernement allemand, les investissements sont garantis pour le développement économique interne et l'Allemagne devient ainsi une grande puissance technologique manufacturière. Elle exportait des produits que la Grande-Bretagne ne pouvait pas concurrencer. Dans les médias de l'époque, l'Allemagne est donc présentée comme le principal adversaire de la Première Guerre mondiale et n'est pas seulement vaincue, elle est écrasée. À la suite du traité de Versailles, l'Allemagne a été condamnée à payer les frais de guerre de toutes les nations participantes, bien qu'elle n'ait pas déclenché la guerre. Cette somme représente 3 fois la valeur de l'Allemagne elle-même. La Banque centrale privée de l'Allemagne, à laquelle le gouvernement allemand s'était profondément endetté pour payer le coût des guerres, a été autorisée à s'affranchir du contrôle du gouvernement, ce qui a conduit à l'inflation massive de la République de Weimar, puis à l'enfermement permanent du peuple allemand dans une dette sans fin. Les spéculateurs se sont déchaînés, ce qui a conduit à des situations où il fallait littéralement un panier entier de billets de banque pour obtenir une miche de pain. L'effondrement économique de la République de Weimar a ouvert la voie à la prise de pouvoir par les nationaux-socialistes. Leur première mesure financière a été d'émettre leur propre monnaie d'État, qui n'était pas empruntée à des banques centrales privées. Elle était basée sur une unité de valeur, et non sur une unité de dette. Libérée de l'obligation de payer des intérêts sur l'argent en circulation, l'Allemagne s'est épanouie et a rapidement commencé à reconstruire son industrie. La transformation est stupéfiante. Les médias l'appellent le miracle allemand. Le magazine Time a félicité Hitler pour l'amélioration de la vie du peuple allemand et l'explosion de l'industrie allemande, et l'a même désigné comme l'homme de l'année en 1938. Une fois de plus, la prospérité de l'Allemagne et le fait qu'elle n'ait plus de banques centrales privées prêtant la monnaie publique à intérêt sont devenus une menace pour d'autres nations et d'autres puissances. J'ai ici quelques citations de Winston Churchill qui vous montrent ce qui se passait réellement dans l'esprit des Européens dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Si l'Allemagne recommence à commercer au cours des 50 prochaines années, c'est-à-dire à faire des affaires, nous aurons mené cette guerre, la Première Guerre mondiale, en vain. C'est ce qu'écrivait Winston Churchill dans le Times en 1919. Autre citation, nous imposerons cette guerre à Hitler, qu'il le veuille ou non, fin de citation, Winston Churchill dans une émission de radio en 1936. Citation, l'Allemagne devient trop puissante. Nous devons l'écraser, fin de citation, Winston Churchill en novembre 1936 s'adressant au général américain Robert Wood. Citation, cette guerre est une guerre anglaise et son but est la destruction du monde. De l'Allemagne, Winston Churchill, émission de l'automne 1939. Tout est une question d'économie et de rentabilité. La monnaie d'État allemande, basée sur la valeur, constitue également une menace directe pour la richesse et le pouvoir des banques centrales privées du monde entier. Dès 1933, elles ont commencé à organiser un boycott mondial contre l'Allemagne afin d'étrangler ce dirigeant arriviste qui pensait pouvoir diriger son pays sans banque centrale privée. Comme lors de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et d'autres pays menacés par la puissance économique de l'Allemagne cherchèrent un prétexte pour entrer en guerre. Et alors que la colère de l'opinion publique allemande grandissait à cause du boycott, Hitler leur a bêtement donné cette excuse. Des années plus tard, dans un esprit de franchise, les vraies raisons de la guerre sont apparues clairement. Je cite, « La guerre ne visait pas seulement à abolir le fascisme, mais aussi à conquérir des marchés. Nous aurions pu, si nous l'avions voulu,
empêcher cette guerre d'éclater sans faire un seul coup de feu. Mais nous ne l'avons pas voulu. Fin de citation. Winston Churchill à Harry Truman, mars 1946. Une autre citation ici. Citation. Le crime impardonnable de l'Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale a été sa tentative de détacher son économie du système commercial mondial et de construire un système d'échange indépendant dont la finance mondiale ne pouvait plus profiter. Nous avons dépecé le mauvais cochon. Fin de citation. Winston Churchill dans son livre La Seconde Guerre mondiale. Un petit clin d'œil. Nous allons remonter le temps jusqu'aux années précédant la Seconde Guerre mondiale. Un petit bout d'histoire que beaucoup d'Américains ignorent encore totalement. Il s'agit d'un homme du nom de Smedley Butler, major général du corps des marines. En 1933, les banquiers et les financiers de Wall Street avaient financé la montée au pouvoir d'Hitler et de Mussolini. Brown Brothers, armant à New York. Et ils sont toujours là. Je les ai vus quand j'étais là pour l'anniversaire du 11 septembre. Ils finançaient Hitler jusqu'au jour où la guerre a été déclarée à l'Allemagne. Et ces financiers de Wall Street ont décidé qu'une dictature fasciste aux États-Unis, basée sur celle de Mussolini en Italie, serait bien meilleure pour leurs intérêts commerciaux que le New Deal de Roosevelt, qui menaçait de redistribuer massivement les richesses pour recapitaliser les classes ouvrières et moyennes d'Amérique. Les magnats de Wall Street ont donc recruté le général Butler pour mener le renversement du gouvernement américain et installer un secrétaire aux affaires générales qui serait responsable devant Wall Street et non devant le peuple, qui écraserait l'agitation sociale et fermerait tous les syndicats. Le général Butler a fait semblant d'être d'accord avec le projet, mais il a ensuite dénoncé le complot au Congrès. Ils ont donc recruté le major général Smedley Butler, du corps des marines, pour mener ce coup d'État, car Butler était très populaire auprès des soldats, et son image en tant que partie prenante de ce mouvement aiderait à convaincre les militaires que c'était la bonne chose à faire. Le major général Smedley Butler, se souvenant de son serment à la Constitution, a fait semblant d'accepter le complot, mais l'a ensuite révélé au Congrès des États-Unis. Et le Congrès, alors comme aujourd'hui à la botte des banquiers de Wall Street, refuse d'agir. Lorsque Roosevelt apprend le projet de coup d'État, il demande l'arrestation des comploteurs, mais ceux-ci lui rappellent simplement que si l'un d'entre eux était envoyé en prison, leurs amis de Wall Street feraient délibérément s'effondrer l'économie encore fragile des États-Unis. On accuserait Roosevelt. Roosevelt n'a donc rien pu faire contre cette tentative de coup d'État jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, époque à laquelle il a poursuivi de nombreux comploteurs en vertu de la loi sur le commerce avec l'ennemi, Trading with the Enemy Act. La plupart du temps, l'affaire a été passée sous silence ou n'était qu'une rumeur infondée, une théorie du complot farfelu, mais en 1967, les minutes de la révélation du coup d'État par Smedley Butler au Congrès ont finalement été rendues publiques. Vous avez déjà vu le film 7 jours en mai, avec Kirk Douglas et Burt Lancaster? Sur une tentative de prise de contrôle militaire des États-Unis d'Amérique était vaguement basée sur cette histoire, mais bien sûr, dans le film que les banquiers étant derrière le personnage de Burt Lancaster a été complètement supprimé du script. Ici Smedley Butler est également célèbre pour avoir écrit un ouvrage appelé La guerre est un racket, et je voudrais vous lire une citation. J'ai passé 33 ans et 4 mois dans le service militaire actif en tant que membre de la force militaire, la plus agile de notre pays, le corps des marines. J'ai servi dans tous les grades, du sous-lieutenant au général de division, et pendant cette période, j'ai passé le plus clair de mon temps à être un gros bras pour le grand capital, pour Wall Street, et pour les banquiers. Bref, j'étais un racketteur, un gangster pour le capitalisme. Je me doutais bien que je ne faisais que partie d'un racket à l'époque. Maintenant j'en suis sûr comme tous les membres de la profession militaire. Je ne me suis jamais posé de questions jusqu'à ce que je quitte le service. Mes facultés ont été bloquées pendant que j'obéissais aux ordres des supérieurs. C'est typique pour tout le monde dans le service militaire. Ainsi j'ai aidé à rendre le Mexique, et surtout Tampico sûr pour les intérêts pétroliers américains. J'ai participé au viol d'une demi-douzaine de républiques d'Amérique centrale. Au profit de Wall Street, le bilan du racket est long. J'ai aidé à purifier le Nicaragua pour la maison bancaire internationale des frères Brown en 19 ans. La maison bancaire internationale des frères Brown en 1903, 1912, j'ai apporté la lumière à la République dominicaine, pour les intérêts sucriers américains 1913, en Chine en 1920,
j'ai contribué à faire en sorte que la Standard Oil suive son chemin sans être dérangée au cours de ces années. J'ai eu, comme le disaient les gars de l'arrière-boutique, avec le recul, j'ai l'impression que j'aurais pu donner quelques conseils à Al Capone, le mieux qu'il ait pu faire était d'opérer son racket dans 3 quartiers de la ville. J'ai opéré sur 3 continents, le général Smithy Butler, ancien officier des États-Unis. Gerald Kennedy a compris la nature prédatrice des banques centrales privées. Il a compris pourquoi Andrew Jackson s'est battu pour mettre fin à la deuxième banque des États-Unis. Kennedy a donc rédigé et signé le décret 11110, qui ordonnait au Trésor américain d'émettre une nouvelle monnaie publique appelée United States Note. Les billets américains de Kennedy n'étaient pas empruntés à la Réserve fédérale. Ils ont été créés par le gouvernement américain et garantis par les réserves d'argent détenues par le gouvernement américain. Cela représentait un retour au système économique sur lequel les États-Unis avaient été fondés, et il était parfaitement légal pour Kennedy de le faire en vertu de la Constitution. Au total, quelques 4,5 milliards de dollars ont été mis en circulation, ce qui a eu pour effet de réduire les intérêts versés à la Réserve fédérale et d'assouplir son contrôle sur la nation. 5 mois après la signature de l'Executive Order 11110, John F. Kennedy est assassiné à Dallas, au Texas, et les billets des États-Unis sont retirés de la circulation et détruits. Après l'assassinat de Kennedy, John J. McCloy, président de la Chase Manhattan Bank et président de la Banque mondiale, est nommé à la commission Warren. Peu importe qu'il soit un bon banquier, il n'est pas qualifié pour enquêter sur un meurtre, ce qui est le but de la commission Warren, nous a-t-on dit, de découvrir la vérité sur l'assassinat. Mais nous savons tous que la commission Warren était là pour dissimuler ce qui se passait, et nous pouvons évidemment supposer sans risque que John J. McCloy au sein de la commission Warren visait à s'assurer que le public américain n'ait jamais la moindre idée des dimensions financières de l'assassinat. Ainsi, alors que nous entrons dans la 11e année de ce que l'histoire future décrira très certainement, comme la Troisième Guerre mondiale, nous devons examiner les dimensions financières de toutes ces guerres. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi nos enfants sont-ils tués et estropiés? S'agit-il d'une nouvelle guerre au profit des banquiers centraux privés? Et la réponse est oui. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il est devenu évident que les Alliés allaient gagner et dicter l'environnement politique de l'après-guerre, les principales puissances économiques mondiales se sont réunies à Bretton Woods, une station balnéaire de luxe dans le New Hampshire, en juillet 1944, et ont élaboré l'accord de Bretton Woods sur les finances internationales. La livre sterling perd sa position de monnaie de réserve et de commerce mondial au profit du dollar américain. Il semblerait que cela fasse partie du prix exigé par Roosevelt en échange de l'entrée en guerre des États-Unis. En l'absence des avantages économiques liés au fait d'être la monnaie de référence mondiale, la Grande-Bretagne a été contrainte de nationaliser sa Banque d'Angleterre en 1946. Les accords de Bretton Woods, ratifiés en 1945, ont non seulement fait du dollar la monnaie de réserve et d'échange mondial, mais ont également obligé les pays signataires à lier leur monnaie au dollar. Les nations qui ont ratifié Bretton Woods l'ont fait à 2 conditions. La première était que la Réserve fédérale s'abstienne d'imprimer à outrance le dollar, essentiellement comme un moyen de piller les produits réels, et la production des autres nations en échange d'encre et de papier. Il s'agissait en fait d'une taxe impériale imposée par le système économique américain au reste du monde. Cette assurance d'absence de surimpression était censée être soutenue par la deuxième exigence, à savoir que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre de surimprimer les autres pays en échange d'encre et de papier. Le dollar serait toujours convertible en or par le gouvernement américain au prix de 35 $ l'once. Bien entendu, la Réserve fédérale, qui est une banque privée et ne relève pas du gouvernement américain, a commencé à imprimer des dollars en papier, qui ont été envoyés à d'autres nations dans le monde. Dans le cadre des accords de Bretton Woods, elles ont dû renvoyer des produits et des matières premières à leur pleine valeur. Et une grande partie de la prospérité américaine perçue dans les années 1950 et 1960 était le résultat de ces nations étrangères qui devaient renvoyer de vraies matières premières, des biens, des produits aux États-Unis en échange de ces petits bouts de papier couverts d'encre. Parce qu'ils étaient obligés d'accepter ces billets de papier comme valant 35 $ l'once d'or. Puis, en 1970, la France a commencé à regarder cette énorme pile de billets imprimés qui reposait dans les coffres de ces banques et contre lesquels de vrais produits français,
comme le vin et le fromage, avaient été échangés, et elle a notifié au gouvernement des États-Unis qu'elle exercerait son option, dans le cadre de Bretton Woods, de restituer tous ces billets contre de l'or au taux de change convenu de 35 $ l'once. Le problème, c'est que les États-Unis étaient loin d'avoir l'or nécessaire pour rembourser tous ces billets de banque. Le 15 août 1971, Richard Nixon a donc temporairement suspendu la convertibilité en or des billets de banque américains. Billets de la Réserve fédérale. Ce « choc Nixon », comme on l'appelait à l'époque, a effectivement mis fin à Bretton Woods et de nombreuses monnaies mondiales ont commencé à se détacher du dollar américain. Cela a créé un autre problème, car les États-Unis avaient garanti leurs prêts. L'argent emprunté à d'autres gouvernements et à des investisseurs étrangers était garanti par les réserves d'or de la nation américaine, et sachant qu'il n'y avait pas assez d'or pour acheter tous les billets de la Réserve fédérale, les prêteurs de la monnaie américaine étaient obligés de garantir leurs emprunts par des garanties. Commençait à se demander si le gouvernement américain disposait de suffisamment d'or pour couvrir les dettes garanties ou non remboursées. Les pays étrangers ont commencé à s'inquiéter des prêts accordés aux États-Unis. À juste titre, ils étaient réticents à prêter de l'argent supplémentaire sans une certaine forme de garantie. Richard Nixon a donc fondé le mouvement environnemental avec l'EPA et ses divers programmes tels que les zones de nature sauvage, les zones sans route, les rivières patrimoniales, les zones humides, et tous ces autres petits programmes différents, qui ont tous pris de vastes zones de terre publique, et les ont rendues inaccessibles au peuple américain, qui est techniquement le propriétaire de toutes ces terres. Mais Nixon ne se souciait pas de l'environnement, et le véritable objectif de cet accaparement de terres sous le couvert de l'environnement était de mettre en gage ces terres vierges, et leurs vastes ressources minérales en tant que garantie sur la terre. L'encours de la dette nationale. La multitude de ces différents programmes visait simplement à dissimuler l'ampleur de l'accaparement des terres et de la mise en garantie du patrimoine du peuple américain. Aujourd'hui, il couvre près de 25% du territoire national. Il est désormais verrouillé par ces programmes de l'EPA et mis en gage pour les emprunts du gouvernement. Les terres ouvertes, les terres disponibles pour la garantie étant déjà en nombre insuffisant, le gouvernement américain s'est lancé dans un nouveau programme pour soutenir la demande internationale de dollars qui s'effondre. Les États-Unis ont approché les nations productrices de pétrole, principalement au Moyen-Orient, et leur ont proposé un marché. En échange de la vente de leur pétrole en dollars, les États-Unis garantissent la sécurité militaire de ces pays riches en pétrole. Les nations riches en pétrole accepteraient de dépenser et d'investir leurs dollars américains en papier à l'intérieur des États-Unis, en particulier dans des obligations du Trésor américain, qui seraient remboursables par les générations futures de contribuables américains. Ce concept a été baptisé « pétrodollar ». En effet, les États-Unis, qui ne pouvaient plus garantir le dollar par de l'or, le garantissaient désormais par du pétrole, le pétrole d'autrui. Et cette nécessité de garder le contrôle de ces nations pétrolières pour soutenir le dollar a dominé la politique étrangère des États-Unis dans la région depuis lors. Mais avec le déclin de l'industrie manufacturière et de l'agriculture américaine, les pays producteurs de pétrole sont confrontés à un dilemme. Comme la France, ils ont des piles et des piles de billets de banque et de bons du Trésor qui s'empilent dans leurs coffres, et il n'y a pas grand-chose d'autre que de l'immobilier qu'ils veulent acheter aux États-Unis d'Amérique. Les voitures et les avions européens étaient supérieurs et moins coûteux. Plus récemment, l'expérience américaine en matière de culture alimentaire OGM a conduit de nombreux pays à éviter d'acheter les produits agricoles américains. La belligérance constante d'Israël contre ses voisins a amené les pays producteurs de pétrole à se demander si les États-Unis n'étaient pas en train d'acheter du pétrole. Ils pouvaient effectivement respecter leur part de l'accord sur le pétrodollar. Les pays producteurs de pétrole ont donc commencé à parler de vendre leur pétrole dans la devise que les acheteurs voulaient payer. L'Irak, déjà quelque peu hostile aux États-Unis à la suite de l'opération Tempête du désert, a exigé le droit de vendre son pétrole en euros en 2000. En 2002, les Nations Unies ont accepté que l'Irak ait le droit de vendre son pétrole en euros dans le cadre du programme « Pétrole contre nourriture ». Un an plus tard, en 2003, les États-Unis ont réinvesti l'Irak, lynché Saddam Hussein et remis le pétrole irakien sur le marché mondial, uniquement à la disposition des Américains.
La réorientation claire de la politique américaine après le 11 septembre, qui a consisté à ne plus tenter d'apparaître comme un intermédiaire impartial pour la paix au Moyen-Orient, mais à soutenir sans réserve les agressions d'Israël, n'a fait qu'éroder davantage la confiance dans l'accord sur le pétrodollar, et de plus en plus de pays producteurs de pétrole ont commencé à parler ouvertement d'échanger leur pétrole contre d'autres monnaies mondiales. En Libye, Mouammar Kadhafi avait institué une banque centrale d'État et une monnaie d'échange basée sur la valeur, le dinar d'or. Kadhafi a ensuite annoncé que le pétrole libyen était à vendre, mais uniquement contre le denier d'or. D'autres nations africaines, voyant la montée en puissance du dinar or dans l'euro, alors même que le dollar américain poursuivait sa chute due à l'inflation, se sont tournés vers la nouvelle monnaie libyenne pour leurs échanges commerciaux. Cette initiative pouvait sérieusement ébranler l'hégémonie mondiale du dollar. Le président français Nicolas Sarkozy serait même allé jusqu'à qualifier la Libye de menace pour la sécurité financière du monde. Les États-Unis ont donc envahi la Libye sous prétexte de soutenir une rébellion populaire. Ils ont brutalement assassiné Kadhafi, apparemment parce que la leçon du lynchage de Saddam n'avait pas été un message suffisant, ont imposé une banque centrale privée et ont restitué à la Libye sa production de pétrole pour un montant de $2 seulement. L'or qui était censé être transformé en denier d'or n'avait pas été comptabilisé dans le dernier rapport que j'ai pu trouver. Selon le général Wesley Clark, le plan directeur pour la dollarisation des nations pétrolières du monde comprenait 7 cibles: l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et l'Iran. Le Venezuela, qui a commencé à vendre son pétrole à la Chine contre des yuans, semble avoir été ajouté tardivement. Ce qui est remarquable à propos de ces 7 pays ciblés par les États-Unis, c'est qu'aucun d'entre eux n'est membre de la Banque des règlements internationaux. Il s'agit de la banque centrale privée située en Suisse. Cela signifie que ces 7 nations ciblées décidaient elles-mêmes de la manière de gérer leurs économies nationales plutôt que de se soumettre aux banquiers centraux privés internationaux. Aujourd'hui, bien sûr, les canons des banquiers sont braqués sur l'Iran, qui ose avoir une banque centrale gouvernementale et vendre son pétrole dans la devise de son choix. Le programme de guerre pour l'Iran est, comme toujours, de forcer le pétrole iranien à n'être vendu qu'en dollars, et de l'obliger à accepter une banque centrale privée. Vous avez été élevé par un système scolaire public, et des médias qui vous assurent constamment que les raisons de toutes ces guerres, et de tous ces assassinats sont nombreuses et variées. Nous apportons la démocratie dans les pays conquis. C'est ce que l'on entend souvent, alors qu'en réalité, les États-Unis ne l'ont pas fait. Le résultat habituel d'un renversement américain est l'imposition d'une dictature pro-affaires, pro-muraille, pro-US. Un bon exemple est le renversement par la CIA, en 1953, du gouvernement iranien démocratiquement élu de Mohammad Mossadegh, et l'imposition du Shah. Ou le renversement par la CIA, en 1973, du gouvernement élu du président Salvador Allende au Chili, et l'imposition du dictateur Augusto Pinochet. Une autre des excuses que nous recevrons est que nous devons sauver le peuple d'un oppresseur cruel. C'est celle qu'ils utilisent en Syrie en ce moment. La vengeance pour le 11 septembre, c'était l'une des principales excuses pour aller en Irak. Plus tard, le président Bush a été filmé en train de dire que l'Irak n'avait rien à voir avec le 11 septembre. Et derrière tout cela, il y a ce prétexte usé, fatigué et fourre-tout pour justifier l'invasion, les armes de destruction massive. On fait toujours passer les assassinats pour des folies, des prêts à la noix pour masquer le véritable agenda. Et le véritable programme des banquiers est très simple. Il s'agit d'asservir les gens en créant un faux sentiment d'obligation. Cette obligation est fausse parce que le système bancaire central privé crée, de par sa conception, plus de dettes que d'argent pour les payer. Il n'y a pas d'issue à ce système tel qu'il est conçu. Il est impossible de s'en échapper tant que l'on suit leurs règles. Et vous devez comprendre que la banque centrale privée n'est pas une science. C'est une religion. Il s'agit d'un ensemble de règles arbitraires créées au profit de la prêtrise, c'est-à-dire des banquiers, et qui ne sont soutenues que parce que les gens croient que c'est ainsi que les choses sont censées se passer. C'est une religion. C'est un ensemble de règles arbitraires créées au profit de la prêtrise, c'est-à-dire des propriétaires des banques centrales privées.
La fraude persiste avec des résultats souvent mortels uniquement parce que les gens subissent un lavage de cerveau, qui leur fait croire que c'est ainsi que la vie est censée être, et qu'aucune autre solution n'existe ou ne devrait même être envisagée. Cette même approche, ce même lavage de cerveau, s'appliquait à deux systèmes d'asservissement antérieurs, la domination de droit divin, et l'esclavage, tous deux conçus pour inciter les gens à l'obéissance, et tous deux reconnus aujourd'hui par la civilisation moderne comme illégitimes. Nous sommes donc sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de l'histoire où nous reconnaîtrons que le règne de la dette, le règne des banquiers centraux privés, qui émettent la monnaie publique sous forme de prêts à intérêt, est tout aussi illégitime. Cela ne fonctionne que tant que les gens s'autorisent à croire que c'est ainsi que la vie est censée être. Mais vous devez comprendre quelque chose qui est au cœur du problème. Les banques centrales privées n'existent pas pour servir le peuple, la communauté ou la nation. Les banques centrales privées existent pour servir leurs propriétaires et les rendre riches au-delà des rêves de Midas, et tout cela pour le coût de l'encre, du papier, du bon pot de vin aux bons fonctionnaires et de l'assassinat occasionnel. Mais derrière toutes ces guerres, et tous ces assassinats, les plus de 100 millions de morts horribles de toutes ces guerres, se cache une politique unique de dictature financière. Les banquiers centraux privés n'autorisent les dirigeants à gouverner que sur la promesse que le peuple d'une nation sera asservi aux banques centrales privées. Les dirigeants qui n'acceptent pas cela seront tués. Leur nation sera envahie par les autres nations encore asservies aux banques centrales privées. Les banquiers eux-mêmes ne font pas ces guerres. Leurs enfants ne participent pas à ces guerres. Une nation tente de se libérer des banquiers centraux privés comme la Libye, toutes les autres nations sous le contrôle des banquiers s'empilent et les détruisent. C'est ce qu'on appelle le choc des civilisations. C'est ce que vous racontent les médias corporatistes. Il s'agit en fait d'une guerre entre systèmes bancaires. Les banquiers centraux privés s'imposeraient au reste du monde, même si des millions de personnes doivent mourir pour cela? L'incitation constante à la haine contre les musulmans que l'on voit dans les médias corporatistes repose sur un fait simple. Comme les anciens chrétiens avant les Templiers de la nuit, les musulmans interdisent l'usure ou le prêt d'argent à intérêt parce qu'ils ont vu dans les temps anciens, comme à Rome, comment ces pratiques bancaires pouvaient détruire une société entière. Et c'est la raison pour laquelle nos médias gouvernementaux insistent sur le fait que les musulmans doivent être haïs, tués et convertis. Ils refusent de se soumettre à des monnaies prêtées à intérêt. Ils refusent d'être des esclaves de la dette. Cela fait d'eux une menace pour l'ordre naturel du monde, le nouvel ordre mondial de la dictature fasciste globale. Ainsi, vos enfants doivent aller à la guerre pour verser leur sang pour l'or, des drogués de l'argent. Nous avons à peine survécu aux 2 dernières guerres mondiales. Aujourd'hui, nous entrons dans la 3e, à l'ère des armes nucléaires et biologiques. C'est très dangereux. Nous devons nous demander si les banquiers centraux privés sont prêts à risquer d'incinérer la planète entière pour nourrir leur avidité. Apparemment, oui. En tant que parents, frères et sœurs, conjoints, vous devez vous demander si vous voulez vraiment voir vos proches en uniforme, tués et estropiés, tout cela pour un bilan bancaire. Le but de cet article, le but de ce que je partage avec vous aujourd'hui, et c'est de l'histoire, vous pouvez aller la chercher par vous-même. Derrière tous les drapeaux agités, derrière toute la propagande, derrière l'engouement, les assassins à la noix, les armes de destruction massive, toutes les guerres modernes que cette nation a menées sont des guerres menées par et pour les banquiers privés. Des tiers ignorent la véritable raison pour laquelle ils sont censés accepter gracieusement d'être tués et estropiés. Le processus est assez simple. Nous l'avons déjà expliqué dans cette émission. Dès que la banque centrale privée émet sa monnaie en tant qu'intérêt prêté, le public est contraint de s'endetter de plus en plus. Lorsque les gens ne veulent plus emprunter, les économistes keynésiens demandent au gouvernement d'emprunter davantage pour que le système pyramidal continue de fonctionner. Lorsque le peuple et le gouvernement refusent d'emprunter davantage, c'est à ce moment-là que les grandes guerres commencent. Pour plonger tout le monde, encore plus profondément dans la dette, pour payer la guerre, et puis après la guerre, emprunter encore plus pour reconstruire. Et lorsque ces horribles guerres sont terminées, les gens ordinaires ont à peu près ce qu'ils avaient avant la guerre, sauf que leurs cimetières sont beaucoup plus grands et que tout le monde est endetté auprès des banquiers privés pour le siècle à venir.
C'est pourquoi Brown Brothers à Herman, à New York, a financé l'ascension d'Adolf Hitler. Parce que la guerre est la récolte la plus riche des banquiers. Nous devons tous reconnaître que c'est la raison d'être de toutes ces guerres. Les banques centrales privées élargissent leur domaine, imposent leur volonté aux nations qui n'en veulent pas, imposent leur système aux dirigeants des nations qui n'en veulent pas. Corruption, chantage, assassinat, et ainsi de suite. Nations, elles feront tout pour maintenir leur mainmise sur la productivité des peuples du monde. Et tant que les banques centrales privées seront autorisées à exister, inévitablement, comme la nuit suit le jour, il y aura de la pauvreté, du désespoir, des millions de morts dans des guerres mondiales sans fin, jusqu'à ce que la terre elle-même soit sacrifiée dans les flammes à Mammon. La voie vers la véritable paix mondiale passe par l'abolition de toutes les banques centrales privées et le retour aux monnaies d'État basées sur la valeur qui permettent aux nations et aux peuples de devenir prospères grâce à leur propre travail, leur développement et leurs efforts. J'ai mentionné les Templiers. Avant les Templiers, le christianisme, comme l'islam, interdisait l'usure parce que le christianisme, en grande partie le christianisme orthodoxe, était issu de Rome et qu'il avait vu de ses propres yeux les effets des économies fondées sur l'endettement, y compris sur l'Empire romain. Ils l'avaient vu de leurs propres yeux. Ils ont donc interdit l'usure. Et les Templiers ont pu soudoyer ou faire chanter le pape pour obtenir une dispense spéciale qui leur permettait de louer de l'argent, c'est ainsi qu'ils l'appelaient. Ils n'appelaient pas cela de l'usure, mais de la location d'argent. De nombreuses pratiques bancaires prédatrices modernes ont été lancées par les Templiers et ont plongé l'Europe dans une dette désespérément irrécouvrable jusqu'à ce que le roi de France Philippe IV, également connu sous le nom de Philippe le Bel, fasse la seule solution qu'il pouvait faire parce qu'il avait compris que tant que vous croyiez aux règles des banquiers, tant que vous jouiez selon les règles qu'ils avaient créées pour se servir eux-mêmes, vous étiez désespérément pris au piège. Philippe a donc sorti des sentiers battus et il est diabolisé pour cela, mais si l'on regarde l'histoire des Templiers, c'était son dernier recours. Il a envoyé des messages à toutes les régions de France, des ordres secrets au même moment, le même jour, tous les Templiers ont été arrêtés et leurs commanderies, qui sont ce qu'ils appellent leurs banques, ont été cambriolées à la recherche de richesses pillées. Ils n'en ont pas trouvé beaucoup. C'était un empire de papier, tout comme l'est la réserve fédérale. Tout est basé sur le papier. Il n'y a rien de valeur réelle. Ce ne sont que des billets de banque. Il a envoyé les Templiers en prison et les a fait exécuter, sauf en Écosse et au Portugal, où le pape et le roi Philippe IV n'avaient pas beaucoup de contrôle. Je pense que les gouvernements du monde, en regardant la situation, en regardant à quel point nous sommes proches de voir ce conflit mondial actuel se transformer en une véritable guerre thermonucléaire mondiale. Il devrait peut-être commencer à penser à la sagesse du roi Philippe le Bel et dire qu'il est temps d'attraper tous ces banquiers centraux privés en même temps afin qu'ils ne puissent pas simplement skier d'une nation à l'autre, et revenir pour essayer la même chose, comme ils le feront inévitablement parce que ces gens sont des drogués. Ils sont désespérément dépendants de l'argent des autres. C'est pourquoi on les appelle des drogués de l'argent. Quand on voit quelqu'un qui est accro à la cocaïne, à la méthamphétamine ou à l'héroïne, on peut facilement voir comment il détruit son foyer et la communauté qui l'entoure. Regardez ces drogués de l'argent et regardez comment ils détruisent le monde entier autour d'eux. Il est temps d'intervenir. Il est temps pour nous de devenir des hérétiques de la banque centrale privée et d'arrêter de croire que c'est ainsi que la vie est censée être, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est même pas la façon dont les États-Unis ont été créés. Et ils essaient tant bien que mal. Regardez la destruction de notre nation. Nous étions la plus grande nation du monde. Aujourd'hui, selon les estimations les plus généreuses, nous n'occupons plus que la 16e place et nous continuons à dégringoler. Et pourtant, malgré la destruction de notre nation, de son infrastructure, de ses enfants, de la qualité de ses soins médicaux, de la qualité de sa production manufacturière, nous sommes toujours obligés de sortir, et d'imposer ce même système bancaire au reste du monde à la pointe d'une baïonnette. Cela a-t-il un sens? Pas pour un être humain rationnel, pour un accro à l'argent. Oui, c'est parfait. Mais nous sommes vraiment à un point critique de l'histoire. Et la première étape pour résoudre cette crise, c'est de ne pas la laisser aller plus loin dans une guerre nucléaire potentielle. Et de reconnaître que la banque centrale privée, gouvernée par l'illusion,
fabrique de la mort, n'est pas un système de gouvernance légitime, que celui gouverné par le droit divin ou par l'esclavage. Nous devons tous reconnaître la véritable cause de toutes les douleurs, de toutes les souffrances et de toutes les guerres. Ce ne sont pas les terroristes, ce n'est pas Al-Qaïda, ce ne sont que des distractions et des pièces montées que l'on place devant vos yeux pour que vous ne voyiez pas le schéma très clair qui sous-tend une grande partie de l'histoire moderne de l'humanité. C'est une guerre des systèmes bancaires. Les banques centrales privées prédatrices cherchent à éradiquer toute nation et tout dirigeant qui oserait essayer de faire fonctionner son économie en dehors du contrôle des banquiers centraux privés. C'est la véritable cause de la guerre. Est-ce une chose pour laquelle vous êtes prêt à vous battre et à mourir pour soutenir ces banquiers centraux privés? Est-ce une chose pour laquelle vous êtes prêt à laisser vos fils, vos filles, vos frères et vos sœurs être réduits en miettes sanglantes afin que les drogués de l'argent puissent avoir leur dernière dose, juste un tout petit peu plus d'or ou un chiffre un peu plus grand au bas de leur relevé de courtage afin qu'ils puissent avoir le frisson du jour, leur dose d'argent qui est achetée avec le sang de vos enfants? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais le temps est venu de mettre en évidence ce qui est vraiment la cause de toutes les causes derrière toutes les guerres et les souffrances que notre planète doit endurer, et que nos peuples doivent endurer. L'ennemi commun de toute l'humanité, ce sont les banques centrales privées qui émettent la monnaie publique sous forme de prêts à intérêt. Et comme l'histoire le montre, elles sont prêtes à tout, y compris à des guerres mondiales, pour maintenir leur mainmise sur votre bien-être économique et votre productivité future, ainsi que sur ceux de vos enfants. Nous ne sommes pas une société libre. Les médias nous disent que nous sommes libres, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes des esclaves. Nos chaînes d'esclaves sont faites de papier et ce papier est le billet de la Réserve fédérale. Trop peu de nos dirigeants ont essayé de s'opposer à ce système d'asservissement, généralement avec des résultats mortels. Mais si tous les peuples du monde se lèvent en même temps pour dire non aux banques centrales privées, tout cela s'arrêtera, s'effondrera. Comme l'a fait l'esclavage, comme l'a fait la domination de droit divin, et nous entrerons alors dans une nouvelle ère de l'histoire de l'humanité, où l'accent du développement social sera mis sur les gens et non sur les drogués de l'argent. Voilà, je parie qu'il y avait là quelques nouvelles données historiques dont vous n'étiez peut-être pas au courant.